Survivrons-nous à la technologie, aux sources du cyberespace et des sciences de la complexité? C'est une grande question que vous traitez, Jacques Prince, bonjour. Bonjour. Dans votre Merci. livre. Vous êtes à la fois, merci d'être venu en parler, vous êtes à la fois enseignant et vous avez une longue carrière dans l'industrie. Vous avez été professeur au CNAM en génie logiciel. Aujourd'hui, vous êtes professeur associé à la chaire éthique et transhumanisme de l'Université catholique de Lille et vous enseignez au Centre Sèvres. Pourquoi vous êtes lancé dans ce gros ouvrage de décryptage de la technologie et de ses enjeux ? Alors la raison, elle est double. Donc quand le recteur de l'université catholique m'a demandé de participer aux activités de la chaire éthique et transhumanisme, l'idée qu'il avait autour de cette chaire, là, c'était de créer un foyer de réflexion, en particulier pour comprendre les aspects technologiques qui sont derrière le phénomène transhumanisme, dont tout le monde parle aujourd'hui dans les médias avec l'intelligence artificielle et des choses comme ça. Et comme vous le savez, c'est un domaine dans lequel on entend énormément de choses qui sont des fois proches des extravagances. Il est intéressant d'expliquer aux gens exactement ce que c'est que la technologie, quels sont ceux qui l'ont inventée, qui la mettent en pratique, quelles sont les limites de la technologie. On ne peut pas tout faire avec un ordinateur, contrairement à ce qu'on raconte. Et donc le but, c'était d'expliquer ça, en particulier au public qui gravite autour de la chaire. Donc d'abord le groupe de chercheurs, et puis c'est quelque chose qui va un petit peu plus loin, puisque la chaire éthique et transhumanisme de l'Université catholique de Lille organise depuis sa création là, des congrès internationaux. Donc il y en a eu un l'année dernière, justement sur les phénomènes de transhumanisme, pour diffuser le message le plus largement possible, et qui n'est pas un message polémique. Ce qu'il faut, c'est que chacun, dans les sociétés démocratiques, il faut que chacun soit capable d'avoir son libre arbitre. Il faut qu'il comprenne un minimum de choses, et pour ça, il y a un travail pédagogique à faire. C'est-à-dire, il ne faut pas expliquer la technologie avec des équations. Il faut l'expliquer avec des exemples, en parlant des gens qui l'ont fait, en parlant des problèmes. C'est ça qu'on fait dans la chaire éthique et transhumanisme, avec des philosophes et des sociologues. C'est ça, mais il faut avoir une compétence technologique. Il faut actuellement dans le transhumanisme, par exemple, quand on vous dit qu'on va abolir la mort, ou que si on ne pratique pas l'intelligence artificielle, on est des futurs chimpanzés, là il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière, parce que c'est tellement excessif comme propos que... C'est excessif, ça correspond à un système de valeurs, ça c'est le problème des philosophes et des gens qui s'occupent d'éthique, mais surtout vous dites quelquefois, c'est faux. Vous rencontrez des transhumanistes qui disent des choses technologiquement fausses. Oui, ça on en rencontre, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a un exemple qui est très bon, là, on peut en parler, comme c'est un professeur à Oxford, un professeur associé, pas un professeur plein pot, là, qui est Nick Bostrom. Donc, mais il y en a d'autres, là, comme Ray Kurzweil, par exemple, qui ont des propos tout à fait étonnants là, sur la loi de Moore, qui va se continuer encore pendant une trentaine d'années, alors qu'on sait, ça c'est les données de l'inventeur de la loi de Moore, là, qui est la société Intel, on sait que la loi de Moore s'arrête dans très peu d'années maintenant. On commence à arriver à la limite de ce qu'on s'est gravé en silicium. Et je pense qu'Exerfi, il doit y avoir des gens bien au courant. Intel a des grandes difficultés actuellement là, à mettre au point la technologie pour graver à 10 nanomètres. Alors 10 nanomètres, pour que les gens se rendent compte, c'est à peu près 3 fois la taille des molécules ADN en biologie. Donc c'est minuscule. On est assez proche du moléculaire. C'est tellement petit qu'avec les microscopes optiques, on n'y voit rien. Il faut prendre des microscopes électroniques. Donc les gains d'échelle sur les mémoires, voilà. on arrive au bout. Là, c'est pour ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir reconsidérer. Vous dites en même temps, il y a des exemples beaucoup plus positifs qui montrent les potentialités, et quelquefois on a des faux débats aussi. Vous donnez l'exemple du compteur EDF Linky sur les potentialités de la technologie. Oui, alors, si vous voulez, cette technologie, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut essayer de bien faire comprendre dans le cadre de cette chaire éthique et transhumanisme. C'est une technologie qui a des capacités absolument formidables,
Et l'exemple, moi, que j'aime bien prendre, parce que c'est un système que tout le monde connaît, qui est la distribution de l'énergie électrique. Donc on sait aujourd'hui comment cette énergie est produite, avec des centrales nucléaires, des centrales à charbon, des barrages, des choses comme ça. Depuis quelques années avec des parcs éoliens, du solaire, des choses comme ça. Mais à un moment, l'énergie, elle est produite à des endroits bien précis et il faut l'amener aux 30 millions de foyers d'usagers. Donc il y a un système de répartition qui est en fait entièrement piloté par l'informatique. Alors l'EDF a mis, les premiers vrais réseaux de transport de l'énergie, ça remonte dans les années 1920-30. Donc il y a presque 100 ans. Ouais. Et depuis cette époque-là, l'EDF n'a pas, qui est une création récente, puisque l'EDF, ça naît après la guerre. L'EDF a complètement informatisé le système. Aujourd'hui, donc évidemment, toute la France est maillée, connectée à l'Europe. Et ce qu'il faut, c'est, alors au sein des pays, arriver à équilibrer, comme disent les électriciens, l'offre et la demande, c'est-à-dire que le système électrique ne marche que si à un moment, ce que les gens consomment est égal à ce que l'EDF produit. Et quand il y a des déséquilibres, il n'y a pas d'autre alternative que de couper le courant. Alors il y a 2 semaines, là, on a eu un très bon exemple. Il y a eu une panne de vent là, à cause de l'anticyclone. Une panne de vent sur toute l'Europe du Sud, donc l'Espagne et l'Italie. Et du coup, la France n'a jamais vendu autant d'énergie nucléaire, d'électricité nucléaire à ses partenaires. Ouais. Ils en ont vendu 15 gigawatts. Donc pour donner une idée, 15 gigawatts, c'est la production de 10 centrales. Il faut 10 réacteurs pour produire. Et s'il n'y avait pas eu ça, donc à la fois la capacité de production et le transport, l'Italie et l'Espagne n'avaient plus qu'à couper le courant. Donc la leçon, c'est qu'on a quand même un système très performant de distribution d'énergie, et heureusement qu'on est dans un système où on peut faire des échanges avec nos voisins, mais que aussi c'est bien de pouvoir connaître très finement le comportement électrique. Exactement, c'est-à-dire qu'avec, alors ça c'est quelque chose qui arrive avec les énergies dites renouvelables, en particulier le solaire, l'éolien, alors surtout le solaire, parce que le solaire on a tendance à installer des panneaux un peu partout. Et donc, c'est très difficile de faire la prévision à la fois de production et de consommation. Donc, si on veut continuer à réguler le système électrique tel qu'on le voit fonctionner tous les jours, qui est quand même pas trop mal, c'est un des systèmes qui marche le mieux en France et au monde d'ailleurs. Le système français est un modèle pour ça. Donc, si on veut continuer à avoir de l'énergie sans problème, il faut absolument que les ingénieurs de l'EDF disposent de données fiables sur la consommation. Et ça, c'est le rôle du compteur Linky. Alors malheureusement, même des fois quand on entend des gens EDF parler de Linky, c'est pas ça qu'ils disent. C'est un peu dommage, mais le but de ces compteurs, c'est une meilleure connaissance des pratiques de consommation et de production des acteurs individuels. Et c'est en compensant tout ça qu'on arrive à maintenir le courant en permanence. Alors voilà une application positive si elle est bien faite avec des objets connectés du big data. Par contre, vous donnez un contre-exemple complet, le trading haute fréquence. Alors voilà, donc ça c'est effectivement un très bon exemple de ce que peuvent faire les technologies. C'est-à-dire que d'un côté, on a un système sans lequel on ne pourrait pas vivre, il faut appeler les choses par leur nom. Si on était obligé de couper le jus chaque fois qu'il y a un problème de vent, on peut imaginer ce que ça provoquerait. Et de l'autre côté, on a un système qui correspond à rien sur le plan économique, parce qu'on a des systèmes donc, dits de trading haute fréquence. Alors les banquiers sont très, très fiers de nous dire qu'ils arrivent à acheter et vendre des actions à la milliseconde, qui est quelque chose qui est possible par la technologie informatique. Mais aucun économiste sérieux ne dira que la valeur d'une entreprise change à la milliseconde. Elle peut peut-être changer au mois, 3 mois, mais pas à la milliseconde. Donc en fait, ces systèmes de trading haute fréquence, c'est des systèmes de désinformation. C'est des systèmes qui transforment en fait l'économie en table de poker. Alors on sait que les Américains sont des fanatiques du poker, mais on n'est plus dans l'économie à ce moment-là, quoi. Et donc on a des systèmes qui servent à spéculer, qui servent à mentir en fait, qui font une instrumentation du mensonge
comme une donnée économique. Alors ça, c'est révoltant sur le plan de l'éthique. Et pourtant, on a investi énormément dans ce genre de choses. Alors les banquiers il y a un ont gros niveau investi, technique, etc. Voilà. Alors, mais c'est pas la seule bêtise qu'ils ont faite, parce que chez Xerfi, il y a des gens très savants qui nous ont expliqué tous les détails de la crise des subprimes. C'est une accumulation d'erreurs et de déréglementation qui fait qu'à un moment, on ne contrôle plus rien dans le système. Donc, si on fait la comparaison avec le système électrique, dans le système électrique, c'est exactement l'inverse qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a mis des contrôles intelligents partout, et ça, un contrôle intelligent, ça s'appelle de l'informatique. Donc, et ça marche. Et ça marche parfaitement bien. Et c'est utile. Alors, j'ai envie de vous demander en conclusion, est-ce qu'on va survivre à la technologie ? Alors, la question de la survie à la technologie, alors en particulier dans ce que je fais, moi, dans le cadre de la chaire, c'est-à-dire j'essaye de bien faire comprendre que il faut que la technologie... alors d'abord, il faut que les gens qui la créent respectent un certain nombre de règles. Mais ça concerne des communautés, disons, de quelques centaines de milliers, quelques millions dans le pire des cas, quoi. Mais il faut aussi que les usagers comprennent. Et l'histoire du compteur Linky, là, pour reprendre votre question de tout à l'heure, ça montre bien que si j'impose le compteur Linky sans expliquer aux gens à quoi ça sert, et qu'ils comprennent, il faut qu'ils comprennent. À ce moment-là, je vais avoir des oppositions, des rejets complètement d'ailleurs irrationnels, qui correspondent à rien. Par exemple, dans le compteur Linky, vous avez des gens qui vous expliquent qu'ils sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Mais des ondes électromagnétiques, il y en a partout. Votre portable, il fonctionne avec des ondes électromagnétiques. Votre four micro-ondes, c'est que des ondes électromagnétiques. On baigne en fait dans des ondes électromagnétiques, dont certaines viennent du soleil d'ailleurs, et qui sont d'ailleurs des fois tellement puissantes que dans des pays du Nord comme le Canada, c'est assez puissant pour faire disjoncter le système électrique. Il y a une panne très connue là au Canada où en fait le système a disjoncté suite à une éruption solaire. Donc il faut expliquer ça aux gens. Et là, on est face à des centaines de millions de personnes. Donc il ne suffit pas de publier un texte de loi, un décret. Il faut expliquer face à face aux gens. Et ça, c'est une condition de survie, parce que si on ne le fait pas, on voit bien ce qui se passe là. On est très proche là. On va susciter des phénomènes irrationnels qui, par effet retour, vont finir par détruire les systèmes rationnels, comme par exemple le système électrique de l'EDF. Donc là, on est vraiment dans les missions de cette chaire qui consiste à amener de l'information utile que les gens peuvent comprendre. Et donc, j'ai compris que la technologie doit venir dans le débat démocratique. Ça doit absolument venir dans le débat démocratique. Et il faut que ça soit fait par des gens qui comprennent à la fois la technologie et les problèmes humains. Parce que si moi, vous m'interviewez, si je me mets à écrire des équations au tableau, ça ne va pas faciliter le dialogue entre nous. Donc il faut parler autrement, mais en étant rigoureux, ce qu'on peut faire. Merci Jacques Prine pour cet éclairage, et pour en savoir plus, je renvoie à votre livre « Survivrons-nous à la technologie ». Merci beaucoup.